Patrick Delpech-d'Ange. On peut le lire dans la presse, on peut le lire partout. Moi, ce qui va m'intéresser surtout, qui est ce Carolo? Qui est ce Carolo? C'est-à-dire? Tu es né à Charleroi. Oui. Tu es resté combien d'années à Charleroi? J'y suis resté aussi peu de temps que possible. C'est-à-dire C'est-à-dire 18 ans. 18 ans. Voilà. Et donc j'ai quitté cette ville pour venir à Bruxelles pour faire des études. Non, pas trop vite. Non, pas trop vite. Non, pas trop vite, parce que c'est justement cette partie Charleroi qui m'intéresse. D'accord. Couillé plus exactement. Oui. Bon, Couillé plus exactement, donc nous sommes dans les années 60. Mais disons, quel souvenir as-tu de ces premiers amis italiens que tu as croisés? Les amis italiens? Oui, des camarades de classe. Oh ben, par exemple, je peux immédiatement parler de quelqu'un dont le nom est très connu, qui s'appelle Serrami. Pinault. Voilà, mais donc il ne s'agit pas de Pinault ici, il s'agit de son neveu, qui s'appelle Jacques. Jacques avec qui, donc Jacques Serrami, avec qui j'étais à l'école primaire, à Couillé donc, puisque Pinault Serrami habitait dans le quartier. Et donc, voilà, Jacques, on s'est fréquenté pendant 4 ou 5 ans à l'école primaire. Et Jacques est maintenant galeriste à Couillé, toujours. Il a une galerie d'art, donc, dans les galeries d'art contemporain. Et il a également, il participe aussi à un restaurant qui se trouve toujours lui-même aussi à Couillé, à côté de sa galerie d'art. Et j'ai déjà été 2 fois ces 6 derniers mois à manger dans ce restaurant. Et ce restaurant s'appelle comment? Sotto il Ponte, puisque maintenant, depuis que j'ai quitté Couillé, c'est pas la raison pour laquelle ils ont fait ça, mais ils ont construit un pont d'autoroute, il y a une bretelle d'autoroute qui passe juste là. Près du supermarché, là. Voilà, exactement. Et donc mes parents, et donc moi-même, jusqu'à 18 ans, donc, avons habité ce quartier qui est maintenant surplombé par un pont d'autoroute. Tu n'étais pas loin du garage de Capio, alors? Voilà, exactement. Qui vendait des motos. Tout à fait. Ah, d'accord. Capio qui se trouvait sur la place de la Queue, ça ne s'invente pas. C'est ça, place de la Queue. Voilà. Effectivement, c'est tout un quartier qui a été rasé, ça. Je ne sais pas s'il a été rasé, en tout cas il est profondément modifié. Modifié, oui. Voilà, plein de commerces sont disparus, des choses nouvelles sont apparues, des centres commerciaux que moi je n'ai pas connus, puisque j'en suis parti en 77. D'accord. Voilà. Oui. Donc je me suis rendu compte, pour continuer à parler des relations avec les Italiens immigrés, qu'un écrivain qui a publié dans la même maison que moi, dans une des maisons où je suis publié, qui est On lit, donc, qui s'appelle Lorenzo Cecchi, a fréquenté, d'abord ses parents sont venus s'établir à Marcinelle, c'est-à-dire un peu plus haut, de l'autre côté de la grande chaussée de Philippeville. Je suis en train d'entrer dans les détails là. Oui, c'est bon. Et Lorenzo a fréquenté l'Athénée de Châtelet 8 ans avant moi, puisqu'on a 8 ans de différence, et on s'est rendu compte qu'on avait eu certains profs qui étaient restés après son passage. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé le premier roman que Lorenzo Cecchi a publié chez On lit, qui s'appelle Faux témoignage, dans lequel il parle justement de son acclimatation à Marcinelle, de ses fréquentations quand il avait une vingtaine d'années, et puis les cafés, les clubs qu'il fréquentait à Charleroi, que moi j'ai aussi connu. Donc on a des points communs comme ça, des espèces de noms qui font des réminiscences chez lui et chez moi. Ouais, monsieur que j'ai rencontré à l'association des écrivains belges. Voilà, qui est tout à fait sympathique. Qui est tout à fait sympathique, très gentil. J'ai assisté à la présentation de l'ouvrage dont tu parles, effectivement. Oui. Et donc tu as été à l'Athénée de Châtelet. Exact, voilà. D'accord. Oui. Donc là de 1972 à 1977. Pour les 6 années, mais un peu avant d'ailleurs, puisque j'avais un professeur de 5e primaire à l'école où j'allais, tout près de chez moi, à Couillé donc, qui a dit, puisque j'étais considéré comme c'est toujours un peu difficile à dire de dire ça de soi-même, mais comme un très bon élève. Oui. Et donc j'avais terminé les exercices beaucoup plus tôt que mes condisciples. Je m'ennuyais un peu en fait. Assez rapidement, je me suis ennuyé à l'école primaire parce que les choses passaient un peu trop bien. C'est vraiment terrible de dire des choses pareilles. Mais donc ce professeur, cet instituteur, a conseillé à mes parents de ne pas me laisser jusqu'en 6e primaire dans cette petite école et de m'envoyer directement à l'Athénée de Châtelet pour que je m'acclimate en fait. Et pourquoi Châtelet, pas Charleroi?
Je sais pas, je me souviens plus de la raison pour laquelle il nous a conseillé Châtelet. Oui. Peut-être qu'il en venait lui-même. Ah d'accord. Oui, parce C'est que peut-être bon, c'était un peu plus près Charleroi. Oui, mais ce qui fait que j'ai pris le bus tous les matins À Châtelet. voilà, pour aller à l'Athénée de Châtelet, donc de 1971 à 1977, pendant cette année. Tiens, est-ce que tu allais nager? Alors, j'ai toujours détesté nager. Je pense que le bassin Solvay. voilà, Solvay fait partie de mes plus mauvais souvenirs, Voilà. même de mes. Ça revient encore parfois dans mes cauchemars. À ce point-là. Oui, Toi, c'était un très beau bassin, qui était exactement. beaucoup plus beau que le Je bassin pense de que natation de Charleroi. la plupart des élèves qui l'ont fréquenté en ont un très bon souvenir, Oui. puisque c'était un très beau bassin. Il y avait un club de plongée, Sabis, qui était là Voilà, aussi. et donc la natation en général et Ah, l'eau en particulier et la natation en général ça me plaît pas trop, voilà. Et ça n'a pas changé Tu allais depuis plutôt à lors. Marcinelle-Plage alors. Même pas. Même pas. Ça a été construit dans ces années-là, dans les années fin des années 60, début des années 70. Ah oui. À Marcinelle, tout ce qu'il y avait là-bas, au centre de délassement. Ah oui, c'est ça, un peu plus haut vers à l'odeur en fait, un peu Voilà, plus haut. voilà, oui. C'est ça, vers Naline. Oui, enfin, donc oui. Oui, c'est ça. Tu n'as pas fréquenté. Non, non, pas vraiment. C'est quand on monte la chaussée de Philippeville, Oui, c'est ça. à mi-côte avant l'Institut Notre-Dame, c'est sur la droite. C'est ça, il y avait deux lacs en fait. Deux lacs, c'est ça, les lacs. Voilà. Donc tu n'as pas fréquenté Si. les belles terrasses qu'il y avait là. Les terrasses, oui. Ah, Les terrasses, ça fait partie des choses qui me plaisent, D'accord. qui me plaisaient à l'époque et qui n'ont pas cessé de me plaire. D'accord. Oui, d'accord. Et pourquoi ce petit sourire? Non, parce que moi je voyais terrasse bain de soleil, détente. Toi, tu es déjà terrasse à autre chose, peut-être. Oui, c'est peut-être un lieu de rencontre, un lieu de discussion, un lieu. Un lieu d'écoute et Oui. d'observation. Voilà. J'ai toujours beaucoup aimé écouter les gens parler, surtout quand ils ne se rendent pas compte qu'ils sont écoutés. Et donc, essayer de comprendre ce qui les a amenés à prononcer certaines phrases, certains mots, certaines attitudes. Voilà, c'est des choses qui m'ont intéressé très rapidement et qui continuent à m'intéresser évidemment. D'accord. Les transports en commun sont une mine comment dire, d'expression, qu'elle soit expression visuelle du visage ou d'expression parlée, c'est inépuisable en fait. Écouter les gens parler et les regarder vivre, c'est pour moi un des spectacles les plus intéressants. Bon, connaissant la région, évidemment, et la curiosité que nous avions de la région, et c'est vrai qu'on aime bien de parler l'un et l'autre, on va essayer de découvrir autre chose. Est-ce que Namur t'a attiré à un moment donné? Jamais. Parce que c'est vrai que quand les gens de Charleroi, les gens de la région, quand ils allaient en ville, Oui. ils allaient plus vite sur Namur que sur Bruxelles. À l'époque, quand je quittais Charleroi, c'était surtout pour venir à Bruxelles, justement, mais pour assister à des concerts, par exemple. Ah d'accord, oui. Voilà, je me suis intéressé assez rapidement à la musique rock, puis à la musique punk, et donc il y avait très peu de concerts dans la région de Charleroi. Châtelet. Il y avait un peu de concerts. Il y a un festival de rock à Châtelet. Oui, mais c'était un peu avant l'époque où moi je me suis vraiment Effectivement. intéressé. Et donc, bon voilà, dans les années 70, 73, 74, 75, j'ai été assez souvent, assez régulièrement à Bruxelles pour assister à des concerts. Mais Namur n'était pas une ville qui m'intéressait vraiment. Ah d'accord. Elle a fini par le devenir puisque, en fait, ma femme est originaire de Namur. Donc voilà, on y est allé assez régulièrement après ça. Quand tu quittes Châtelet, au niveau des études, où vas-tu? Quand je quitte Couillet. Oui, Couillet, ben alors tu vas faire des études à Châtelet. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc les études secondaires, j'ai fait à Châtelet, Mhm. tout en continuant à habiter chez mes parents, évidemment, puisque j'avais de 12 à 17 ans. Et puis, pour les études universitaires, je suis venu à Bruxelles, évidemment. Tu as gardé des amis de Charleroi? On parlait de Lorenzo, mais tu en as d'autres que tu as gardé des contacts? J'ai gardé des amis... Des amis de l'époque, hein, donc quand tu avais 12, 15, 16, 17 ans. Voilà. Alors j'ai gardé par exemple des contacts avec quelqu'un qui s'appelle Michel Lambeau, qui a fondé Play It Again Sam, Pias, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une firme de disques, de production et de distribution de disques, et donc qui est devenue une des boîtes parmi les plus... qui compte en Belgique, et pas seulement en Belgique, au niveau indépendant en Europe. Donc voilà, on était, Michel et moi, à l'Athénée de Châtelet,
Et on continue à se voir une fois ou deux par an pour déjeuner, pour parler de choses et d'autres. Sans que ça soit de la nostalgie, on ne parle pas du passé. Et ça me fait très plaisir en fait, de ne pas voir Michel pour évoquer ce qui s'est passé quand on avait 15 ans. Voilà, on a pris beaucoup de plaisir à se fréquenter à l'époque, on en prend un autre maintenant. On parle de la vie qu'on mène actuellement, oui, je veux dire, à 40 ans plus tard. Donc je n'ai pas envie de revoir des gens que je connaissais à l'époque pour évoquer des souvenirs comme si c'était la meilleure époque de ma vie. Tiens, est-ce que le nom d'un Victor Gravy te dit quelque chose? Vaguement, mais il a fait le Festival du Rire, mais alors il s'est beaucoup impliqué aussi à la Ruche Verrières, à Marcinelle. À la Ruche, oui, tout à fait. À la Ruche. Oui, j'ai assisté à plusieurs concerts à la Ruche. Voilà. Parce que lui, il a été très actif. Bon, c'était un condisciple de classe où j'étais avec un autre garçon que je revois encore régulièrement, qui s'appelle Roland Thibault, qui a la roulotte théâtrale. Mais disons, tu vois, j'ai aussi gardé de cette époque-là quelques amis. Bon, il y a peut-être que ces deux-là, hein, deux ou trois. Mais... Oui, non, c'est vrai, moi, comme je disais, il y en a assez peu finalement. On pourrait, mais encore une fois, c'est à mon avis de la nostalgie, essayer de retrouver des gens qu'on connaissait quand on avait 12, 13, 14 ans. Et puis, mais que dire à ces gens qu'on n'a plus vus depuis 40 ans ou 45 ans? Nos parcours se sont séparés, et puis voilà, il y a bien des raisons pour ça. Tiens, j'ai un nom qui me revient, Peretti, ça te dit quelque chose? Non plus. Non, Jean-Pierre Petit. Visiblement, on a quelques années de différence. Jean-Pierre Petit, sa fille était coiffeuse, Myriam Borin, la fille du coiffeur Borin à Charleroi. Mais elle a travaillé aussi normalement à Couillé aussi. Mais enfin, oui, on a quelques années. Moi, je suis né en 48, toi, tu es né un peu. Voilà, c'est ça. 60, donc, ça fait 12 ans de différence. Voilà, je pense que c'est. Il y a déjà une dizaine d'années fait qu'on a fréquenté certainement des gens différents. Oui, c'est ça. Donc, tu quittes Châtelet pour les études, tu vas à l'université. Oui. Mais, je suis encore à Châtelet peut-être. Est-ce que tu as déjà une notion de ce que tu vas faire plus tard en étant... Non. Aucune. Aucune. Au point où c'est compliqué pour moi, alors que l'idée de poursuivre les études, et spécialement à l'université, n'est jamais remise en question, au point que ça pose des problèmes de décider dans quelle filière m'engager en fait. Mais je souris encore, c'est parce que tu m'as dit tantôt, j'aime les terrasses, parce que tu es curieux. Et c'est vrai qu'un personnage curieux, quand il y a un choix à faire au niveau des études, il y a tellement de tentations qui peuvent se présenter que tu peux te mettre à hésiter, me semble-t-il. Voilà. Et donc c'est la curiosité vers quoi qui t'attire vers les études que tu vas suivre? Alors c'est un peu par défaut, et je me suis dit, mais évidemment rétrospectivement tout ça a été une erreur de parcours, mais bon, elle n'a pas prêté à conséquence, heureusement. J'ai commencé des études de psychologie. Peut-être, encore une fois, parce que, bon, justement, le fonctionnement du cerveau, les fonctionnements de l'être humain m'intéressent, les relations qui peuvent se nouer, quelles sont les raisons profondes pour lesquelles on agit de telle manière ou d'une telle autre. Pour moi, la psychologie me paraissait un domaine qui pouvait, comment dire, me donner lieu à un investissement de ma part. Mais là, bon, je me suis rendu compte assez rapidement que les études de psycho ne correspondaient pas exactement à l'idée que je m'en faisais. C'est bien parti, donc, la psychologie. La psychologie des gens, c'est la curiosité de l'un de l'autre, ça. C'est un peu ça, oui. C'est en tout cas l'idée que je m'en faisais et l'idée que je m'en fais encore. Le fait est que, bon voilà, les études universitaires, très rapidement, sont apparues comme des choses un peu indigestes. Et je dois dire aussi l'ambiance de l'université. Je m'étais fait de nouveau une image beaucoup plus intellectuelle que ce que j'ai découvert. Il faut bien avouer, pour la plupart des gens qui sont passés par l'UNIF, les cercles étudiants, les guindailles, je ne veux pas dire que les choses ne m'intéressent pas, que boire un verre, on en a déjà parlé, ce genre de choses, ça fait partie de ce qui me constitue. N'empêche que aller à l'université, pour moi, c'était être dans le temple de la culture. Et bon, je m'en suis rendu compte assez rapidement
que ce n'était pas le cas du tout. Que la plupart des étudiants n'attendent qu'une chose, c'est obtenir leur diplôme et en font le moins possible et ne s'intéressent pas vraiment ni ni à se cultiver, ni à chercher à apprendre. Bon, c'est un peu dépréciatif ce que je suis en train de dire là, mais en tout cas c'est l'impression que j'ai éprouvée à l'époque, à 18 ans, où je m'attendais à tomber dans un milieu culturel, où je me suis retrouvé dans un milieu pas très différent en fait de celui que j'avais connu dans les études secondaires, où les gens, la plupart des étudiants peinent, souffrent en fait, et n'espèrent qu'une chose, c'est de boucler enfin, obtenir leur diplôme et pour passer à autre chose. Tu avais des frères, des sœurs? J'ai une sœur beaucoup plus jeune que moi. Enfin, beaucoup plus Mais jeune. donc tu n'avais pas un frère aîné qui était peut-être un guide pour toi? Non, non. Est-ce que tu as eu un jeune guide, quelqu'un, un copain, un plus grand, un ami ou un cousin, quelqu'un qui t'a tiré vers ces études-là? Jamais. J'ai jamais eu de guide. Et je pense que ça tient aussi au fait que j'aime découvrir les choses par moi-même et les décider surtout par moi-même. Et donc avoir un guide, c'est se mettre dans les pas de quelqu'un et suivre même si les conseils sont bien avisés, c'est quand même quelqu'un qui décide pour vous. Et la chose m'a toujours paru, elle me paraît toujours complètement impossible à accepter. Un chien fou, quoi, un chien libre, quoi. Pas de collier, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Mais donc, ce qui veut dire que les erreurs me sont imputables. Oui, on les assume, quoi. Voilà, exactement. Comme les bonnes choses, Oui. comme les succès. Ce sont des choix. J'espère ne rien devoir en fait à personne au bout du compte. C'est toujours un peu illusoire de penser une chose pareille. Mais bon, en gros, c'est un peu l'image que je me suis faite très rapidement de ce que je voulais faire de ma vie, c'est-à-dire décider pour moi, en toute conscience, de ce que je voulais qu'elle soit justement cette vie. Ce qui explique que je n'ai jamais, par exemple, je suis objecteur de conscience. Ah tiens, objecteur de conscience. Il y avait encore l'armée à cette époque-là. Ah oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc pour moi, l'idée d'entrer sous les ordres, c'est quasiment ça, en fait. C'est-à-dire de subir l'armée. À l'époque, c'était encore une dizaine de mois, 10 mois, tandis que si on était objecteur de conscience, si on décidait de ne pas faire son service militaire, la période était doublée. C'est-à-dire ça décourageait la plupart de faire l'objection de conscience, parce que là c'était 20 mois, où on n'était pas pris en charge, c'est-à-dire que les miliciens sont nourris, logés, blanchis. Les objecteurs de conscience, j'ai reçu 2 slips et une brosse à dents pour 20 mois. D'accord. Et ça se passait comment? Vous étiez affecté à quelque chose? Voilà, il fallait s'inscrire, être engagé par un service, soit la protection civile, mais l'idée ne m'intéressait pas plus que l'armée, soit un service culturel par exemple. Et donc j'ai fait 20 mois à la commission culturelle de l'université. Enrichissant ça. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Et donc j'ai, par exemple, mis au point seul de nouveau un petit magazine que j'appelais Agenda ULB, qui est très rapidement devenu Agendulb, où je répertoriais tous les événements, les soirées, mais aussi les concerts, les pièces de théâtre, les expositions qui avaient lieu sur le site de l'université, mais aussi dans la ville. Et donc j'ai, par exemple, été invité à de nombreuses premières de théâtre, à des projections de films en avant-première et des choses comme ça, dont je parlais dans ce petit magazine. D'accord. Mais on n'étudie pas pendant ce temps-là? Ah non, pas du tout. Donc c'est vraiment être au service d'un service. On fait son service civil comme on fait son service militaire après avoir terminé ses études. D'accord, 20 mois. 20 mois. Mais donc tu as déjà les pieds à l'université, quoi. J'étais à l'université. Voilà. C'est dans mon cursus universitaire que je n'ai pas bouclé, puisque je disais donc que j'avais entamé des études de psycho que je n'ai pas poursuivies. Et puis après ça, après avoir réfléchi, après avoir un peu fureté à gauche et à droite, j'ai recommencé des études de journalisme. Et donc, ces études de journalisme, j'ai donc fait, ça s'appelait donc des candidatures à l'époque, la première et la seconde candie, et après ça, quasiment simultanément, j'ai eu l'opportunité d'écrire des articles dans la presse
pas seulement le petit journal dont je viens de parler là, mais d'autres articles, sur d'autres supports. Et donc je me suis dit, quel intérêt de boucler ces études de nouveau, je suis déjà au travail. Et par ce travail, il m'a permis, parce que ce travail était lié de manière très nette avec la foire du livre à Bruxelles. Il faut savoir que la foire du livre à Bruxelles dans les années 80, c'était au Centre Roger, sur 3 étages, il y avait 250 000 visiteurs sur 10 jours. Oh là là. C'était un événement extraordinaire, c'était le salon de l'auto au niveau public. On n'arrive plus à imaginer 30 ans ou 35 ans plus tard à quel point cet événement était important pour Bruxelles. 250 000 visiteurs sur 10 jours. Et donc, comme j'ai travaillé dans un journal qui était distribué gratuitement à l'ensemble des visiteurs, j'ai pu d'une part apprendre le métier de journaliste sur le tas, et d'autre part rencontrer, puisque mon travail consistait à lire des livres, à rencontrer les auteurs qui étaient présents en raison de la foire, et puis à écrire un article et à publier tout ça quasiment en une seule journée, dans les conditions d'un quotidien. Donc l'expérience était vraiment très enrichissante pour quelqu'un qui apprenait le métier de journaliste, et aussi pour quelqu'un qui commençait à se dire que le métier d'écrivain pouvait peut-être faire partie des occupations qui allaient sur lesquelles se concentrer dans le futur. Rencontrer des écrivains, leur parler de leur métier, m'a permis justement d'un peu découvrir ce que ça voulait dire de manière concrète. 23-24 ans là. Voilà. D'accord. Et le premier bouquin publié, 25. 25 ans. Voilà. Dans la foulée. Et qui trottait depuis quand en Inter? Mais pas très longtemps en fait. Non. Ce bouquin-là, en tout cas, donc mon premier bouquin s'appelle Place de Londres, je l'ai écrit avec une journaliste qui elle-même faisait partie de ce petit journal distribué quotidiennement à la foire, qui s'appelait Anita Van Bell. On s'est rendu compte en se lisant l'un et l'autre qu'on avait des affinités en fait, d'écriture en tout cas, et des points communs. Et on s'est dit, on veut tous les deux se lancer un peu dans l'écriture, voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut écrire un roman? Et on s'est dit, peut-être la meilleure chose à faire, c'est d'essayer ensemble. C'était une idée complètement folle. Oui, c'est autre chose que 4500 signes voilà. en article. Exactement. Et donc, on s'est lancé comme ça, tout à fait inconscient, sans savoir exactement ce que ça pouvait signifier concrètement d'écrire un roman, et surtout de l'écrire à deux. Rétrospectivement, je me dis, mais c'est impossible d'écrire un bouquin à deux. D'ailleurs, on nous a posé la question déjà 1 million de fois, et je pense que je vais encore y avoir droit une fois de plus. Non, comment écris-toi? Non, la question, oui, la question est, tu te lances dans l'écriture, et elle rebondit sur ce que tu as écrit. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, exactement. Bien deviné. Je pense que c'est la façon la plus intelligente de pouvoir faire cette partie d'échange. Si on se corrige l'un l'autre au fur et à mesure, ça ne va pas. Quoi. Exactement. D'accord. C'est ce qu'on s'est dit assez rapidement, et donc on a alternativement écrit l'un et l'autre 2 pages. J'écrivais 2 pages, Anita Van Bell prenait la suite et écrivait les 2 pages suivantes, et moi je prenais voilà. Et on a avancé comme ça, à raison de 8 pages par jour. C'est ce qui permet de bien cadencer le récit. Voilà, exactement. Et donc on s'est retrouvés au bout de, je sais pas, quelques mois, pas très longtemps en fait, avec un manuscrit de 230 pages, qu'on a retravaillé alors. Ce qui fait que, il ne m'arrive pas souvent de ressortir mes propres livres pour les lire, mais quand je ressors Place de Londres, ce bouquin s'appelait donc Place de Londres, il est impossible maintenant de deviner qui a écrit quoi. Parce que ça s'est fondu en fait. Oui. Le retravail, la réécriture a fait que les 2 styles, alors ils étaient assez proches l'un de l'autre, mais ces 2 styles avaient quand même des petites particularités, des petites singularités. Elles se sont fondues dans un ensemble beaucoup plus cohérent. Tu as refait cette expérience par après avec d'autres personnes? Avec d'autres personnes, pas pour la littérature. Non. Avec Anita Van Bell, on a écrit 2 pièces de théâtre. L'une s'appelle Nuit d'amour, qui a reçu le prix du Jeune Théâtre dans le festival du Jeune Théâtre à Liège, qui avait lieu à Liège à cette époque. Et moi je peux expliquer en quelques mots la manière qui nous a... La raison pour laquelle on s'est lancé dans l'écriture de théâtre.
On venait donc de publier, Anita et moi, Place de Londres. On avait tous les deux 25 ans, ce qui fait que ces deux choses concomitantes ont attiré l'attention de pas mal de gens, et surtout pas mal de journalistes à l'époque. C'est-à-dire deux jeunes de 25 ans qui publient leur premier roman, et ils l'ont écrit ensemble. Déjà, tout de suite, plein de questions viennent à l'esprit des journalistes. Donc on a été assez bien sollicités à l'époque, et aussi invités dans des salons, des festivals, dans des colloques, pour qu'on puisse nous s'expliquer pourquoi on écrit à deux et comment cela s'est passé. Et donc on a été invité à un salon, un colloque qui était organisé à Liège, au Palais des Congrès de Liège, et Anita et moi donc, et on a appris que un concours était organisé, un concours sur manuscrit anonyme. Il fallait rendre une pièce de théâtre, il fallait écrire une pièce de théâtre. Malheureusement, la date de remise de ce texte était 8 jours après le moment où on a découvert l'annonce. Et on s'est dit, ça nous intéresse vraiment d'essayer de voir si on peut, après avoir écrit un roman, est-ce qu'on peut écrire une pièce de théâtre ensemble? Mais on n'a que 8 jours. Et on s'est dit, bon, une pièce de théâtre, c'est pas énorme, il ne faut pas écrire 200 pages comme un roman, on peut se contenter d'une soixantaine de pages, 60-65 pages. Et on s'est dit, bon, en 8 jours, selon le rythme qu'on vient d'adopter, c'est possible. Et donc on s'est lancé une fois de plus inconsciemment dans cette aventure. On a bouclé notre pièce en 7 jours, on l'a envoyée dans la foulée et on a obtenu le prix. C'est extraordinaire. Oui. Donc la carrière, enfin ma carrière, a démarré de cette manière-là. Comment dire, les choses se sont enchaînées très rapidement en fait. Homme de théâtre alors maintenant, écrivain. Voilà. Une pièce, 2 pièces, il y a eu combien de pièces? Alors il y en a une seconde par la suite, puisque des gens ayant souhaité mettre en scène cette pièce alors qu'elle avait déjà été retenue par un metteur en scène français, puisqu'elle a été mise en scène à Bruxelles et à Paris, nous ont dit, bah, nous ça nous intéresserait de lire une autre pièce de vous. On dit, mais c'est la première et pour l'instant c'est la seule. Et donc on en a écrit une seconde qui, pour des raisons diverses, n'a jamais été montée. Mais bon, voilà. Et après ça, nos parcours à Anita et moi se sont un peu écartés. Et puis elle s'est lancée plutôt dans l'écriture de scénarios de cinéma. Et puis moi j'ai continué, je me suis mis à écrire de la littérature jeunesse. Voilà, sur sollicitation d'un éditeur qui me connaissait. Et puis voilà, les choses, nos chemins se sont séparés. Mais sans qu'il y ait eu il n'y a pas eu de conflit, c'est pas une séparation qui a donné lieu à un affrontement, pas du tout. Mais maintenant on va aborder donc cette littérature jeunesse. Quel côté didactique as-tu apporté à cette écriture? Aucun. Aucun. Alors, je refuse catégoriquement l'idée que la littérature jeunesse puisse et doive être didactique. Comme n'importe quelle littérature en fait. Pour moi, la littérature n'est pas là pour faire passer un message. Et j'en resterai là. Ah oui, je vois que très... Oui, donc, vraiment, voilà. Le mot est catégorique. Oui, d'accord. Il n'y a pas de message à faire passer quand on écrit la littérature. Que ce soit pour des gens qui ont 10 ans, des gens qui en ont 30 ou des gens qui en ont 80. La littérature est là pour autre chose. Je peux développer la raison pour laquelle, pour moi, la littérature est fondamentale, mais elle n'est en tout cas pas là pour transmettre un message. Ça, c'est ton point de vue, qui n'est pas partagé par tout le monde. Bien sûr que oui, on peut en discuter. On peut en discuter, mais je n'en démordrai pas. Non, mais tout compte fait, oui, mais il y a un choix de la littérature jeunesse pour démarrer. Donc il y a quand même un choix de cibler une population de lecteurs, ou bien est-ce justement, comme je voulais le sous-entendre, une propension à s'expliquer ou à parler avec les jeunes? Alors, c'est ça le message que je voulais dire. Pourquoi s'adresser à des jeunes et pas à des adultes? Bon, tu vas me dire, c'est une commande qui s'est présentée à toi. Voilà. C'est ce que, donc, la sollicitation est venue d'un éditeur qui connaissait déjà ce que j'avais écrit à l'époque. Il y avait encore très peu de choses, mais il y avait déjà au moins 2 romans, plus cette pièce de théâtre, plus d'autres petits textes à gauche et à droite. Cette personne me connaissant bien les avait lus.
Il m'a dit, voilà, je suis devenu directeur d'une collection jeunesse, chez Duculot à l'époque, qui avait donc la collection Travelling. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire un roman pour cette collection? Je dis, mais je n'ai jamais écrit de roman jeunesse. Mais mon but à l'époque, et il n'a pas changé depuis lors, c'est d'être écrivain, d'écrire des textes, quel que soit le public visé. Si quelqu'un me propose d'écrire un texte pour une collection jeunesse qui existe déjà, qui a un grand passé, qui avait déjà il y a déjà une centaine de romans parus dans cette collection, je peux me faire une idée du public qui est visé par cette collection et me dire, bon voilà, est-ce qu'avec les moyens qui sont les miens pour l'instant, c'est-à-dire à 27 ans à l'époque, est-ce que je peux comment dire, répondre à cette commande? Et l'idée m'intéresse de deux manières. D'une part, la sollicitation ne vient pas de moi, mais de quelqu'un d'autre qui considère que mes capacités peuvent en tout cas peuvent être mises à profit pour écrire un texte de ce genre-là, ce qui est toujours très gratifiant évidemment. Et la seconde raison, c'est de me prouver à moi-même que je peux comment dire, écrire un texte qui peut intéresser ce genre de public très particulier, que je ne connais pas encore à l'époque, que j'ai connu puisque tout le monde a eu 10 ans, enfin, plus ou moins 10-12 ans. Oui, je souris parce que je pense à autre chose maintenant. C'est vrai que venant de Charleroi, Couillet, Marcinelle, il y avait les éditions Dupuis. Oui. Jeunesse, évidemment. Oui, c'est ça, mais là c'est plutôt de la bande dessinée. C'est de la bande dessinée. Voilà. Tu n'as jamais été attiré par la bande dessinée? Si, bien sûr, mais encore une fois, c'est venu d'une sollicitation d'un éditeur de bande dessinée qui m'a dit si tu as un scénario à nous proposer, n'hésite pas. C'est vrai que rétrospectivement, quand on sait d'où on vient, qu'il y avait ça, mais quand on est sur place à cette époque-là, on n'y pense pas, quoi. Oui, voilà, c'est ça. D'aller sonner à la porte de ces bureaux, de dire voilà, je suis capable, je peux le faire, est-ce que vous avez envie de... On n'y pense pas toujours. Le fait est que à cette époque, à l'âge dont on parle, c'est-à-dire on est là, mon parcours jusqu'à 27 ans, on est à 27-28 ans là plus ou moins, j'ai déjà quitté Charleroi depuis 10 ans déjà. C'est ça, oui. Et pour moi, retourner voir la maison d'édition Dupuis qui se trouve à Marcinelle, c'est un peu retourner en arrière. Voilà. C'est comme un vieux tableau qu'on a chez soi, que les parents ont investi dedans, mais il fait partie des meubles. Voilà. On est trop habitué, on ne fait plus attention, quoi. On cherche autre chose. Sans doute. Voilà. 27 ans. Pièce de théâtre déjà, littérature jeunesse. Oui. Que se passe-t-il? Il se passe que de plus en plus de gens, que ce soit au niveau professionnel, au niveau public, au niveau journalistique, entendent parler de moi, et puis voilà, les choses s'enchaînent de cette manière-là. Donc en littérature jeunesse, je publie assez rapidement 2, 3, 4 romans. Ces romans attirent l'attention d'éditeurs français qui me demandent si vous avez des textes à nous proposer, n'hésitez pas. Et donc voilà, je publie chez Nathan, je publie chez Bayard dans la presse, puisque Bayard avait, et a toujours d'ailleurs... Toujours sous la signature Patrick Delperdange. Oui, bien sûr. Oui. J'ai jamais... On n'a jamais renié le nom de Patrick Delperdange. Voilà. Il m'est arrivé de publier des romans que j'ai écrits sous d'autres noms, mais c'était à la demande de l'auteur lui-même, enfin l'auteur sur lequel les romans sont parus. Oui. Donc j'ai servi de nègre, voilà. Oui, ça c'est... Je ne vais pas citer le nom de l'auteur, il est très âgé pour l'instant, il est très âgé, et voilà, je préfère ne pas remuer. Il était à court, il avait trop de commandes, donc il devait honorer ses commandes. Voilà, je pense que c'était un peu pour ça, en effet. Donc voilà, les choses se sont enchaînées comme ça en jeunesse. En bande dessinée, les choses ont démarré de cette manière-là aussi. Et donc j'ai mené assez rapidement j'ai travaillé dans plusieurs domaines de front. Donc d'une part en jeunesse, en bande dessinée et puis en littérature adulte. Puisque un de mes romans, le second en fait, qui s'appelle Manque, avait remporté, lui aussi sur manuscrit, le prix Simenon. Le seul et unique prix Simenon, puisque, en quelques mots,
le centre Simenon avait obtenu les archives de Georges Simenon. Georges Simenon lui avait légué tous ses papiers, puisqu'il avait décidé d'arrêter, sa carrière était terminée, tout le monde le savait, il avait plus de 80 ans. Et donc, il a légué ses papiers, le centre Simenon, en les dépouillant, s'est rendu compte que Simenon n'avait pas utilisé une des enveloppes jaunes sur lesquelles il prenait des notes avant de se lancer dans l'écriture d'un roman. Simenon était fétichiste, avant d'écrire, avant de s'enfermer dans son bureau pour se lancer dans l'écriture, il prenait des notes sur une enveloppe jaune. Il ne faut pas se demander pourquoi, les fétichistes ont toujours des très bonnes raisons d'agir comme ils le font. Mais donc, il y avait une enveloppe jaune qui n'avait pas été utilisée pour écrire un roman. Ils en ont fait des facsimilés, et avec cette enveloppe, il fallait donc écrire un roman, pas à la manière de Simenon, mais en utilisant simplement les éléments qui se trouvaient sur cette enveloppe. C'était une liste de personnages et une liste de lieux à Paris, autour de l'Odéon et autour de la faculté d'Assas, c'est-à-dire la faculté de droit, un peu, en tout cas, même pas un peu, tout à fait connoté à droite, même à l'extrême droite. Donc on voyait un peu ce que Simenon avait envie de faire avec la liste de personnages. Bon, il voulait un peu circuler dans ces milieux d'extrême droite, qui moi ne m'intéressaient pas vraiment. Peut-être qu'ils m'ont intéressé depuis, mais à l'époque, donc j'avais 26, 27 ans, hein, et donc heureusement il ne fallait pas écrire ni comme Simenon, ni avec ses thèmes. Il fallait juste utiliser les éléments qu'il avait notés sur cette enveloppe. J'ai donc rédigé un roman, et c'est moi qui ai remporté le prix. Et ça, de nouveau, parmi 180 personnes qui avaient participé, envoyé un manuscrit. Le fait de recevoir le prix Simenon a de nouveau un peu braqué, n'exagérons pas, mais ça a un peu braqué les projecteurs sur moi. Donc voilà, à ce moment-là, des gens vous demandent, vous sollicitent et vous disent, si vous avez des choses, voilà, vous serez prêt à la lire et voir ce que ça peut donner. Voilà, les choses se sont enclenchées et ont continué à se développer de cette manière-là. L'écriture du roman est une écriture solitaire, mais tu as abordé tantôt la bande dessinée, c'est un travail d'équipe là. C'est un travail d'équipe et en même temps, c'est d'abord un travail solitaire, puisque je ne suis que scénariste, je n'interviens pas sur le dessin. Il vaut mieux que je n'intervienne pas sur le dessin, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Donc je suis scénariste, je fournis à un dessinateur un découpage, c'est-à-dire ce qu'on va trouver, ce qu'on devrait trouver au bout du compte sur la planche, c'est-à-dire d'écrire, c'est une description de chacune des cases qui se trouvent sur une planche. Donc planche 1, case 2, case 3, puis planche 2, 1, 2, 3, 4, 5, et puis voilà. Le dessinateur reçoit ça, et puis il met son talent pour exprimer les choses en images, les choses que moi j'ai écrites en mots. C'est plus syncopé de toute façon ce genre de travail. C'est un travail assez particulier, c'est surtout au niveau du rythme en fait, et aussi de la taille de l'histoire, pour un album classique comme on les connaît, c'est-à-dire ceux qui sont publiés par Dupuis ou Casterman, c'est-à-dire des 44 ou 46 planches. Il est très difficile de développer une histoire avec toutes ces ramifications. Il faut rester assez simple. C'est le dessin qui fait rêver, quoi, aussi. C'est aussi le dessin qui peut donner, qui peut ouvrir l'imaginaire, oui, c'est ça, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, on est un peu plus concentré sur... Voilà, ce qui explique que la plupart des scénaristes et la plupart des bandes dessinées, ce sont des séries. Oui. Mais, parce qu'on n'arrive pas à raconter une histoire intéressante en 44 planches. Il faut se lancer, il en faut beaucoup plus que ça. Et ce qui explique que l'état commercial de la bande dessinée c'est précaire, parce que si le public n'accroche pas à un premier tome, alors qu'un premier tome c'était quasiment que l'exposition des personnages et du milieu et de ce qui va être développé par ailleurs, si le public n'accroche pas, l'éditeur n'a pas très envie de poursuivre et d'engager des frais pour la suite, ce qui fait que de nombreuses séries s'arrêtent à l'épisode 1 ou 2, ce qui fait que du coup il y a une désaffection du public qui elle-même, il y a une espèce de cercle vicieux en bande dessinée qui fait que les éditeurs sont très frileux à se lancer à lancer de nouvelles séries et se contentent la plupart du temps d'accumuler, de demander à des auteurs de recommencer l'épisode 42 d'une série qui existe déjà depuis 20 ou 25 ans, on les connaît tous. Enfin, il y a le côté plus artistique aussi du côté de la BD, quoi.
l'artiste. Quand tu vois le jeune dessinateur qui est là, le jeune qui a la maîtrise du crayon et des couleurs, évidemment la maîtrise du texte s'il travaille seul. Il suffit de voir aussi, je veux dire, les fils qu'il peut y avoir à la foire du livre lorsque un auteur est là. Quoi. Oui. Je veux dire, non, je ne dis pas que la bande dessinée n'a plus de succès. Non. Elle est un peu victime du fait que les histoires intéressantes qui pourraient donner lieu à une bande dessinée doivent paraître sous forme d'épisodes. On ne peut pas... Un scénariste, et surtout un dessinateur qui met beaucoup de temps en fait à dessiner, ne peut pas imaginer publier une histoire qui ferait 300 ou 350 planches. Il mettrait 10 ans à dessiner cet album sans savoir, sans être financé, puisque c'est au moment où l'album paraît que les premiers bénéfices commencent, si tout va bien, commencent à être générés, ce qui fait qu'aucun dessinateur ne peut consacrer 10 ans sans être payé à se lancer dans une histoire qui, elle, aurait la taille suffisante pour proposer une histoire vraiment intéressante, comme celle qu'on peut voir maintenant dans les séries télé. Quoique je pense que je fais encore référence à un article du journal ce matin, est-ce qu'il n'y a pas moins de violence dans la bande dessinée que dans les jeux vidéo par exemple? Je ne sais pas, il faudrait faire une étude là-dessus. Je pense qu'il y a des bandes dessinées assez violentes, quoi. Je pense que la violence n'est pas réservée aux jeux vidéo. Mais bon, je dois bien avouer que je n'ai pas vu de jeux vidéo depuis très longtemps. C'est pas vraiment la chose qui m'intéresse. Et donc, je ne... Non, je voyais, il y avait un article ce matin dans Le Soir où on parlait la violence, tout le monde devait se tuer, et ça cartonne. Ah oui, c'est ça. Voilà. Oui, peut-être. Mais je pense qu'on pourrait trouver, sans trop de difficultés, des bandes dessinées où les Largo Winch. Voilà, où il y a pas mal de... Enfin, moi je parle de ce que j'ai lu. Il y a pas mal de sang qui gicle aussi. Oui, d'accord. Blake et Mortimer. Oui. Est-ce que tu as lu? Pas vraiment, en fait. Pas vraiment. C'est pas... on parlait tout à l'heure de Charleroi et de Marcinelle, donc je suis plutôt de l'école... je suis pas l'école Tintin. Quand j'étais jeune, je lisais Spirou. Ah, d'accord. Et donc je connais les bandes dessinées qui paraissaient en feuilleton, dans Spirou, mais les bandes dessinées qui paraissaient dans Tintin me sont un peu, comment dire, c'est un autre monde en fait. Tiens, il y a un film qui sort ces jours-ci sur Fantasio. C'est Gaston. Sur Gaston. Oui, pardon, Gaston. sur Gaston, Je pense qu'on est proche de la catastrophe artistique et industrielle. Paraît-il, oui. J'ai vu déjà quelques échos. Bon, j'ai vu le jeune, j'ai vu la présentation. Voilà. Bon, il faut laisser une part de curiosité aussi. Oui, c'est vrai qu'on a... bien sûr. Les adultes ont un regard critique sur le film par rapport à l'histoire, c'est possible. Si ce film peut donner l'envie à des gens de découvrir les bandes dessinées de Franquin et de Gaston en particulier, tant mieux. Je pense que le véritable intérêt, il est là. Je veux dire, Franquin est un virtuose. Et avec Gaston, il est non seulement un virtuose du dessin, mais un virtuose du gag. Oui. Et donc, il est arrivé à mettre au point, il a raffiné ça de manière telle que je pense qu'on ne peut pas, il est très difficile de faire mieux. Donc, c'est un classique du dessin et du gag en une planche. Après ça, faire une adaptation cinématographique, bon, pourquoi pas, mais visiblement les avis ne sont pas les plus enfin, j'écoute ton avis, j'écoute ta critique, et je dis critique par le fait d'analyser. C'est vrai que dans ton écriture à toi, on peut retrouver cette réflexion de l'image par rapport au texte. C'est-à-dire que tu habilles certains événements, tu habilles le cadre, comme si parfois on est en train de dérouler, de découvrir une bande dessinée, comme si on était en train de lire un scénario. Parce que dans l'écriture que tu as, je trouve qu'il y a des moments où le récit prend de la profondeur. Pourquoi? Parce que tu as eu le temps d'habiller tout l'ensemble et on rentre dans quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est le dessin et la bande dessinée t'a influencé dans l'écriture. Est-ce qu'indirectement, ou bien c'est en toi, ou bien est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est une réflexion que tu as déjà faite?
L'idée que ce que j'écris puisse et doive, dans le meilleur des cas, faire naître des images dans l'esprit du lecteur, bien sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse, comment dire, que je travaille, en essayant aussi de laisser la part de l'imaginaire du lecteur travailler, c'est-à-dire ne pas donner trop d'éléments qui emprisonnent l'imaginaire, qui empêchent l'imaginaire de se mettre en place et en branle. La meilleure chose, le meilleur compliment qu'on puisse me... C'est peut-être pas le meilleur compliment, mais un bon compliment qu'on puisse me faire, c'est de me dire, j'ai lu votre texte, et j'ai vu la scène comme si elle était filmée. Moi je dis toujours, tu es un créateur d'ambiance, quoi. Voilà, et donc ça me fait très plaisir, évidemment, puisque c'est une des choses que j'essaye de mettre au point et de créer chez le lecteur, c'est-à-dire que créer des images qui lui permettent de s'approprier la narration, c'est-à-dire avec les images qu'il possède déjà, avec son passé, avec les choses qu'il a vécues, avec ses expériences personnelles, les quelques petits éléments, les quelques éléments que je lui donne, lui permettent de manière inconsciente, il ne faut pas que ça soit un travail, c'est pas ardu, ça doit arriver de manière comme ça, quasiment involontaire, en lui, les images naissent. Et la narration, c'est-à-dire ce que je raconte, prend place dans ce cadre-là. Le cadre qui a été créé et imaginé par le lecteur. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Quand je suis satisfait de ce que j'ai fait, ce qui arrive quand même parfois, heureusement, c'est ça. Donner quelques éléments, pas trop, juste le nombre, juste les quelques détails qui font que le lecteur va, sans l'avoir cherché, imaginer un cadre visuel dans lequel la narration se met en place. Voilà, en gros. Est-ce que tu as des influences extérieures dans ton écriture? Extérieures, est-ce que tu as lu d'autres choses? Est-ce que tu as des auteurs qui t'ont influencé? Est-ce que il serait illusoire de prétendre le contraire. Oui, je veux dire, la lecture, par exemple, la lecture continue à être une de mes activités principales. J'écris, mais à part ça, je lis. Je consacre beaucoup plus de temps sur une journée à lire qu'à écrire. Donc, évidemment, ce que d'autres écrivent, d'autres écrivains, ne peut que m'intéresser et m'influencer de manière volontaire ou involontaire. Ça, c'est toujours... Mon but n'est pas de prendre un roman qui m'a séduit et de dire je vais recopier, je vais essayer de faire la même chose. Ce serait un peu ridicule. À l'âge que j'ai, avec ce que j'ai publié jusqu'à présent, je pense que ce que je veux dire, c'est que j'essaye d'avoir une personnalité dans ce que j'écris et dans ce que je propose au public, dont on ne puisse pas dire, oui, on voit bien, il vient de lire le dernier succès à la mode et il essaye de reproduire ça avec ses pauvres moyens. C'est vraiment d'une tristesse. Non, non, mais enfin, il y a bien sûr, mais à part ça, je vis dans ce monde, je lis la presse, je suis au courant de ce qui s'y passe, je rencontre des gens, je parle, j'écoute, je vois, je lis, et j'écoute de la musique, je vais voir de la peinture, et donc tout ça fait que j'ai un vécu qui évidemment passe dans ce que j'écris. Je ne suis pas une machine à écrire. Voilà. Ton cadre d'écriture, c'est chez toi, sur ton bureau? Voilà, j'ai un bureau dans une pièce chez moi, et il faut que... 4 heures du matin? 9 heures. À 9 heures du matin. Voilà. 9 heures du matin, les choses démarrent. Si à 9h15, elles n'ont pas démarré, je plie bagage et je remets la séance au lendemain. Ah d'accord. Voilà. Donc tu as un battement d'une petite demi-heure le matin, un petit quart d'heure, une demi-heure, en disant, oui, c'est ça. Allez, hop. Il faut que ça démarre. Et donc, mais je me suis rendu compte au fil du temps que je dois être de plus en plus concentré. Donc pas de bruit. Il m'est arrivé d'écrire en musique, en musique avec de la musique en fond sonore, mais quand j'ai commencé, et puis petit à petit, quand j'ai commencé à écrire, je veux dire, et donc petit à petit, je me suis rendu compte que ça me distrayait. De plus en plus, j'écoutais la musique, tout simplement. Oui. Et donc pas de bruit, pas d'autres personnes dans la pièce, et des objets que je connais très bien, et pas de fenêtre.
Ah oui. Pourquoi? La distraction. Ben oui, s'il y a une fenêtre, je regarde ce qui se passe dans la rue. Voilà. Ma femme me surprend très souvent à observer ce qui se passe dans la rue. Ça m'arrive ici le soir de voir tous ces couchers de soleil au-dessus. Voilà. Et donc voir des gens qui passent et voir mes voisins vivre, ben, ça m'intéresse beaucoup. Ah oui, mais c'est beau, justement, c'est beau. Voilà. L'observation, c'est beau. Voilà, donc si je regarde mes voisins en train de vivre, je n'écris pas. Ah oui, d'accord. Donc voilà, le rituel c'est ça. À 9 h, je suis devant mon écran, devant mon clavier, avec les objets. Il n'y a pas d'objet fétiche, c'est pas ça, mais je dois les connaître. Ton environnement. Voilà, et donc devant un mur, dans une pièce où il n'y a pas de va-et-vient. Oui, je comprends tout à fait. Il faut la sérénité, le calme, là, ça doit être monacal. Voilà. Quand ça ne fonctionne pas, évidemment, je prends prétexte du fait qu'il y a des gens qui ont circulé dans la pièce. Ok, oui, je comprends. Mais bon, c'est une excuse. C'est une excuse. Donc, idéalement, une pièce où je suis seul, cette pièce-là. Et tu es parti pendant 2 heures, 3 heures? Non, 2 heures. 2 heures maximum. Ouais, moins. Avant midi, quoi. Oui, bien voilà, avant. Pour être prêt pour l'apéritif, quoi. Non, pas l'apéritif le midi, c'est terminé. C'est terminé, ça, d'accord. Ouais. Donc, comme je disais, je suis très concentré et les choses, normalement, se passent rapidement. Et j'estime que j'ai rempli mon contrat vis-à-vis de moi-même, évidemment, puisque je ne crois pas en Dieu. Il doit être là s'il existe, mais à mon avis, il y a un 6e étage ici. Non, c'est la plateforme. Alors il doit être là aussi. Donc, j'estime que j'ai rempli mon contrat à mes propres yeux quand j'ai écrit à peu près 2 ou 3 pages. Ça peut arriver au bout d'1 heure, ça peut arriver un peu plus, ça peut prendre un peu plus de temps, mais je pense que ces 2 pages-là, c'est le jet. Voilà, si elles sont écrites, je pense que je peux me dire tu as rempli ta tâche quotidienne et tu peux passer à autre chose. Et les 2-3 pages, je reviens sur ces 2-3 pages-là, elles sont retravaillées? Pas beaucoup. Pas beaucoup? Non. Elles peuvent être retravaillées, mais une fois que le roman est terminé. Ah d'accord. Et une fois qu'il a été lu par d'autres, surtout des professionnels en fait. D'accord. Et donc tu griffonnes pas, non. C'est le jet. Donc il y a quelque chose la nuit ou la veille qui, et le lendemain matin tu te lèves, ça a travaillé, puis le jet est là. Oui. D'accord. D'autant plus si je sais comment ça va démarrer. J'ai lu par exemple ce que disait Hemingway, qui lui aussi fonctionnait plus, sans vouloir me comparer à Hemingway, mais il disait dans ses lettres, je pense, je connais les mots qui vont venir, les mots qui vont suivre, mais je ne les note pas. Je les garde en tête et je sais que le lendemain, je vais démarrer avec ces mots-là et ça va faire démarrer la machine. Voilà, c'est un peu ce genre-là. C'est un peu cette forme-là que je fonctionne. Qu'est-ce que tu as sur le clavier pour le moment? Pour l'instant, je suis en train de travailler un gros roman familial qui est complètement différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Sans vouloir en dire plus, c'est plutôt de la littérature. C'est toujours difficile de donner des catégories, de catégoriser les choses, mais ce ne sera pas un roman noir, c'est plutôt la littérature blanche. Si on prend les grandes catégories chez Gallimard, c'est pas la série noire, c'est plutôt leur collection blanche. Voilà. Enfin, tout ça encore un gros ouvrage, quoi. Un gros livre. Oui. Mais qui peut être jumelé avec quelque chose d'autre sur le côté. Ou bien tu te consacres uniquement à cet ouvrage-là? Alors, est-ce que tu as un autre travail? Non. J'ai essayé, par le passé, comme je disais, comme j'ai travaillé dans plusieurs domaines, j'ai essayé par exemple de faire de la bande dessinée le matin, et puis l'après-midi de me remettre au travail sur un roman jeunesse. Et je me suis rendu compte que ça contaminait, que les deux histoires se contaminaient, et qu'il y avait des personnages quasiment qui passaient de l'un à l'autre. Et donc là, c'était plus. Je me suis rendu compte très rapidement que c'était plus possible. Il fallait que je me concentre sur une histoire. D'accord. Donc tu n'aurais pas été avocat, tu n'aurais pas eu. À mon avis, non. Médecin, fermer un dossier et en reprendre un autre. À mon avis, j'aurais plaidé. Quand tu lis plusieurs bouquins à la fois? Ah oui, ça oui. Par contre. Donc, oui, c'est comme moi. D'accord. Et donc là, ça, tu sais gérer ça? Oui. Mais dans l'écriture, pas? Non, pas du tout. Dans l'écriture, non.
Mais dans la lecture, ça me permet aussi, comme j'ai des centaines, si pas des milliers de livres devant moi à lire, ça me permet d'une élimination sans qu'elle soit volontaire, même consciente. Je commence, j'entame plusieurs livres en même temps, que ce soit des essais ou des romans, et puis certains d'entre eux se retrouvent petit à petit sous les piles, et je les oublie en fait. Voilà. Et pour me concentrer sur ceux qui m'intéressent vraiment. Oui, oui. Voilà. Ce procédé se passe quasiment à mon insu. Oui, mais ça Voilà. Voilà. Tu vois les tables respectives, Oui, tout à fait. oui, Ben, on conçoit, voilà. parce qu'encore une fois, il y a des humeurs au cours de la journée où tu es plus attiré vers une chose ou vers une autre, Bien donc sûr. tu vas replonger et reprendre peut-être quelque chose en te disant, tiens, et on est parfois surpris de ressortir un dessous de pile Ah oui, en se disant, mais pourquoi est-ce que je l'ai mis là en dessous? Pourquoi est-ce qu'il se retrouve là en dessous? Mais il n'est pas en dessous, on ne l'a pas mis en dessous, il est là. il s'est lui-même caché comme ça, il s'est dissimulé sous les autres, ceux qui étaient plus intéressants à ce moment-là, bien sûr. Ah oui. Et puis il y a des bouquins qui déçoivent. Hein. Ah, ça arrive. Ben oui, bien sûr. Oui. Il y a des bouquins dont on attend quelque chose de précis, Oui. et puis après ça, au bout de 10, 15 pages, 20 pages, on se rend compte qu'on s'est trompé de nouveau. Il y a ton visage qui change quand tu dis ça, c'est extraordinaire. Oui, la déception, quoi. Oui. La déception. Et quand c'est le bouquin d'un copain, comment on ressent ça? Il m'arrive assez peu, en fait, de faire ça. De lire les bouquins des copains. Ah oui, Justement, pour ne pas être placé, devant ce fait-là. Oui. On ne fait jamais des affaires en famille, c'est vrai, il y a Mais l'expression. voilà. Donc, il y a des auteurs que je côtoie, pas très souvent, dans les salons, dans les choses comme ça, les séances de signature, et puis que j'apprécie beaucoup. Et je me dis, il faudrait que je lise un de ces livres, et puis je me dis, mais après ça, ça va peut-être... Casser. Mais oui. Ça va casser l'amitié, ça va Bon, casser... c'est peut-être aussi une excuse pour ne pas le lire, mais bon. Oui, d'accord. Voilà. Oui. Pourtant, c'est une belle ambiance, les salons. Oui, tout à fait, ça peut l'être en tout cas. C'est une bande de joyeuderie, hein. Oui, il y en a. Surtout dans votre domaine, je trouve. Dans le domaine du polar, Oui. il est clair qu'il y a... C'est une bonne bande, je Voilà, trouve. c'est un cercle Oui. de gens qui ne se prennent pas au sérieux. Oui. Parce qu'il est vrai que la littérature française, avec toutes les majuscules qu'on peut mettre, engendre des attitudes de la part des auteurs qui sont parfois un petit peu... Voilà. Oui, c'est vrai, parce que moi, dans les salons, je vois les auteurs en général se croisent, mais dans un salon polaire, ils se tapent sur l'épaule, ils boivent un l'ambiance coup est ensemble. totalement Tu vois différente. comme Pierre Poucheret, ou bien comme tu vois, Oui. ou bien tu vois l'un et l'autre, tu vois Del Perdanche au boulevard du Polar, mais ils sont là, ils sont animés, ils sont en train de parler l'un et l'autre. Dans les autres salons, Foire du Livre, C'est non. plus guindé. Oui. Tout à fait différent. Tout à fait différent. La ville, quel regard as-tu sur Bruxelles? J'adore Bruxelles, Oui. mais je la déteste aussi. Pourquoi? Mais parce qu'il y a plein de côtés qui sont insupportables. Voilà. Mais en même temps, je me dis, je ne supporte plus, et en même temps, je continue à y vivre. C'est pas la même impression du tout que j'ai eue quand j'ai quitté Charleroi, où là, je n'ai jamais regretté, pas une seconde, d'avoir quitté Charleroi. Surtout quand j'y retourne, pour des raisons familiales. Je me dis, de nouveau, je comprends pourquoi j'en suis parti. Bon voilà, Bruxelles c'est complètement différent, c'est une ville que j'ai choisi d'y vivre. Et évidemment, quand on se balade à Bruxelles, on découvre des chantiers, on découvre des étrangetés architecturales, des décisions complètement fantaisistes de la part de gestionnaires, je veux dire des gestionnaires de la ville, qui font que tout pourrait être tellement mieux. Mais en même temps, on vit dans ce monde. Le monde idéal n'existe pas en fait. Je ne crois pas en un paradis. Ça n'existe pas, le paradis sur terre. Il faut faire avec ce qu'on a, il faut faire avec ça, avec ici et maintenant. Je n'ai aucune envie de vivre dans une autre époque. On demande parfois aux gens à quelle époque auriez-vous aimé vivre. Je veux vivre ici et maintenant. Je pense que notre époque est une des plus intéressantes. J'en ai pas connu d'autres, à me dire, mais avec l'histoire, avec les bouquins historiques, on peut peut-être essayer de se figurer une autre époque. Mais je pense que notre époque, avec tous ces bouleversements et toutes ces catastrophes,
et toutes ces choses étonnantes qui s'y passent est une des époques les plus intéressantes qui soit. Vraiment, je suis persuadé de ça. Et donc, vivre maintenant m'intéresse beaucoup. Je n'aurais pas envie de vivre ni dans le passé ni dans le futur. Je veux voir ce qui se passe maintenant. Et quant au lieu où on habite, je pense qu'il faut... tout lieu possède ses avantages et ses inconvénients. Je vais assez régulièrement pour rencontrer des éditeurs à Paris, par exemple. J'y étais encore il y a 10 jours. J'adore cette ville. J'adore me balader, traverser Paris à pied est une des expériences les plus plaisantes qui soient. C'est bien plus agréable de traverser Paris que de traverser Bruxelles. Et en même temps, Paris a des côtés insupportables aussi. Si vous parlez à des Parisiens, ils peuvent vous le décrire ça par le menu. Et donc, bon, voilà, je vis à Bruxelles, elle est insupportable, et en même temps, c'est la ville où je vis, et je l'adore. C'est un paradoxe, ça. Bien sûr. Mais si on n'est pas paradoxal, Oui, je pense qu'on n'est pas humain. Non, d'accord. Mais enfin, pour Voilà, la... Non, mais ça peut évidemment, parce que je vois un petit peu, je suis en train de te regarder, je souris et tu essaies de garder ton air, je vais dire, un peu fâché ou méchant. Mais, oh non, pas du tout. Mais je vais dire révolté, mais enfin non. Non, quand je suis méchant, c'est différent. Oui, ça, parfois ça peut arriver. Non, mais je vais dire par là, on voit que tu prends ça à cœur. Bien sûr. Mais donc, ça veut dire que la ville t'influence, toi, par tout ce que tu viens de dire, les aberrations qu'on peut rencontrer, que si tu étais dans un autre cadre forestier ou bien à la campagne, où tu aurais une autre sérénité, tu verrais la vie d'une autre façon. Bien sûr, mais pour moi la campagne, c'est pas la sérénité du tout. Tu ne recherches pas ça. Mais je pense que la campagne et la forêt, c'est pas de la sérénité du tout, au contraire. Je pense que c'est beaucoup plus sauvage, et le mot sauvage dans tous les sens du terme. C'est la cruauté. Oui. Et dire que c'est un monde idyllique, que la campagne est un monde idyllique, me paraît un petit peu illusoire. Ah, d'accord. Je préfère de loin la ville à la campagne, en tout cas. Oui. Ah oui, bien sûr. Je suis quelqu'un de la ville. Toutes les villes m'intéressent. Et toutes les campagnes se ressemblent. Tu aimes la foule? Oui, j'adore ça. Ah, d'accord. Oui. Non, mais ça tient aussi au fait que, comme on le disait tout à l'heure, écrire, c'est un métier quand même assez solitaire. Donc quand j'ai fini d'écrire, j'ai juste envie de rencontrer des gens. C'est un bol d'air. Voilà. Même pas de les rencontrer, mais de les croiser, ne fût-ce que ça. Se trouver à la campagne, sortir de chez soi, et ne pas croiser quelqu'un, marcher pendant 1 heure sans croiser quelqu'un, à part un arbre, me paraît une horreur à vivre. Et donc cette sérénité, je ne l'aurai jamais à la campagne. Moi j'aime bien. Mais il y a plein de gens. J'aime bien marcher dans la... J'aime aussi en ville regarder les gens, la façon dont ils marchent, la façon dont ils voient en marchant, la façon dont il met les mains en poche ou il met pas les mains en poche, la façon dont il a un pantalon ouvert, ou bien c'est observer. Oui. Tandis que dans la nature, tu entends d'autres choses, tu vois d'autres choses. J'ai l'impression que c'est hyper répétitif quand même. La nature, je pense pas. C'est l'idée que tu m'en fais en tout cas. Oui, non, j'ai l'impression, non, parce qu'il y a des couleurs différentes. Qu'est-ce qui ressemble plus à un arbre qu'à un autre arbre? Mais j'exagère. C'est de la provocation. Oui, mais c'est des couleurs différentes, c'est des bruits différents, c'est du vent différent, la campagne. Il y a des odeurs différentes. Ouais. En ville, non, c'est l'asphyxie, il y a d'autres charmes. Hein. En ville, évidemment, tu as tout à portée de main. À la campagne, tu dois faire 8 km pour... Voilà. Oui, d'accord. Patrick, je te remercie pour cet entretien. Merci Willy. Je pense qu'on a fait un petit tour. Oui, un petit tour. On a encore 3 heures à pouvoir causer. Mais... C'est tellement riche. Merci beaucoup.